Bonjour, bon après-midi, vous allez bien? Merci. Je m'appelle Massimo Nourisso, je suis italien. Je suis désolé, ma voix aujourd'hui n'est pas dans la meilleure des états, mais c'est comme ça. C'est du rhume, c'est pas grippe, c'est pas Covid non plus, donc je vous le rassure. Mais je vais essayer de me débrouiller. Aussi avec la langue, je parle français. Je n'ai pas l'habitude de faire des présentations en français. J'espère de faire pas trop d'erreurs. Mais dans le cas, vous faites comme si ce n'était pas le cas. Par contre, ce n'est pas mon slide. Ah oui, c'est là. Non, ils ne sont pas à plein écran. Merci. Voilà. On le laisse comme ça parce que c'est pas le... Là, on a deux slides en fait. On le laisse comme ça. Oui, oui. Là, je ne vais pas. Ah oui. Arrêtez le partage. Non. On va voir. Donc, voilà, ça c'est finalement ma première slide. Et en fait, oui, je suis italien. Comme je disais, je suis responsable commercial pour Enseigne pour le marché italien. Et comme quelqu'un m'a dit ce matin, je vais utiliser beaucoup mes mains. Comme je suis italien, ma voix ne va pas m'aider beaucoup. Mais je ne peux pas me mettre là, donc il faut que je reste là, je fais comme ça. Et vous me dites si ça va ou pas. Quand on a pensé à cette journée, on a dit, je suis italien, je veux parler de mozzarella, quand même ça fait à peu près du sens. Et ça fait sens aussi parce qu'aujourd'hui, on a entendu le mot mozzarella beaucoup de fois. Donc, ça reste cohérent avec la journée. Et on a pensé de donner un peu une vision de point de vue du pays qui a quand même inventé le mozzarella il y a pas mal de temps. Mais on est parti quand même d'une nouvelle que vous aviez peut-être vue, ça date d'il y a un petit peu de temps, et il semblait, cette nouvelle-là est arrivée en Italie aussi, et il semblait que le mozzarella, du coup, c'était le fromage le plus consommé en France. Je me suis dit, bon, quand même, c'est bizarre, et en fait, je suis allé regarder, c'est pas tout à fait le cas. Donc, je vous rassure là aussi, mais ce qui se passe, c'est que parmi les pâtes molles, bon, la mozzarella est beaucoup consommée en France, peut-être le fromage pâte molle le plus consommé. Emmental reste le plus consommé en France. Et camembert, raclette, mozzarella sont plus ou moins tous au même niveau, au même volume. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même ce point-là, c'est-à-dire la croissance que la mozzarella a eue les derniers 5 ans. A été la plus élevée. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il est intéressant de regarder. Et comment on a choisi de regarder? Avant tout, on va faire une photographie du marché production fromage mondial et comment le fromage à pasta filate se situe dans cette photographie. On va essayer d'estimer les taux de croissance de le fromage à niveau global et à niveau régional. Après, la deuxième partie, on va regarder plus comment le fromage à pasta filate est utilisé par les consommateurs et donc comment les choix et le comportement des consommateurs vont influencer les caractéristiques du fromage et donc le travail des fabricants de fromage. Et là,
troisième point, troisième partie, on va parler justement du point de vue du fabricant de fromage à pasta filata et de mozzarella. C'est quoi les challenges, c'est quoi le besoin et la possibilité de différencier l'offre de fromage à pasta filata. Et on va conclure après. Donc, on démarre avec une photographie du marché. Je disais, on va regarder la production de fromage au niveau global, les prévisions, aussi au niveau régional. Qu'est-ce que c'est qu'un fromage à pâte filée ou à pasta filata? Vous m'excusez si je préfère dire pasta filata. Et quelle diversité on peut avoir dans cette catégorie de fromage? Quelle est la croissance prévue pour cette catégorie de fromage? Et pourquoi, finalement, il y a cette croissance? Pourquoi est-il intéressant pour le métier du fromager de fabriquer du fromage à pasta filata? Voilà, donc on part, comme je disais, de la photographie à niveau global des volumes de fabrication de fromage, donc tout fromage confondu, et on prend un peu un périmètre de 30 ans, de 22 ans, pardon, en gros. Ce qui est intéressant là est de voir que la majorité des volumes de production de fromage reste surtout dans des économies matures, et c'est là où il y a aussi plus de consommation, donc ça fait plus de sens. Mais déjà, les 10 dernières années et aussi les estimations pour le futur, c'est d'une croissance, d'un taux de croissance plus rapide dans les économies émergentes par rapport aux économies matures qui restent quand même dans le leadership. Donc, on passe probablement d'un pourcentage de 80-20 quand on compare les deux typologies d'économie à un pourcentage qui est plutôt vers le 75-25. Qu'est-ce que c'est donc un fromage à pasta filata? Bon, déjà, premier point, c'est un point technologique que vous connaissez. Finalement, c'est prendre du caillé et à l'aide de l'acidité et de la chaleur, en fait, on arrive à transformer ce caillé en quelque chose d'un peu différent, avec des caractéristiques spécifiques qui permet d'avoir des fonctionnalités de fromage complètement différentes par rapport à n'importe quel autre fromage. Donc ça, c'est un fromage à pasta filata. Il faut cette étape technologique. Avec ça, on peut faire beaucoup de typologies, de types de fromages différents qu'on peut segmenter, différencier en fonction de beaucoup de paramètres. Là, c'est un exemple, proposition. Si on regarde sur la gauche l'humidité des fromages, on passe des fromages de mozzarella fraîche, donc un taux d'humidité très élevé. Après, un petit peu plus en bas, sur la droite, on a la catégorie des fromages à pizza, donc un peu moins humide et de temps en temps avec un peu de maturation, d'affinage aussi. Des fromages à pasta filata un petit peu plus affinés, c'est surtout des fromages italiens que vous avez peut-être connus, type scamorza, c'est ça le nom qu'on utilise. Et plus sur la droite, les fromages à pasta filata très affinés, type provolone, caciocavallo, etc. Et là, ça baisse l'humidité aussi. Il y a d'autres possibilités de segmentation de cette typologie de fromage, par exemple par rapport aux matières premières utilisées, le lait avant tout, le lait de vache, mais aussi le lait de bufflone, en Italie, là aussi. Comment on acidifie le lait, si c'est par fermentation, donc l'utilisation de ferments lactiques, ou par contre par utilisation d'acide organique, acide citrique par exemple, ou acide acétique dans d'autres régions du monde. On peut regarder pour classifier aux textures et types de fromage, et ça on l'a déjà vu dans le graphe. Très intéressant de regarder par rapport à la consommation, c'est-à-dire comment le fromage est consommé en plateau ou comme ingrédient de la préparation d'un plat ou dans des plats cuisinés. Et c'est vraiment là où on va voir tout à l'heure, il y a une diversité de possibilités dans les fromages à pasta filata qui permet de faire beaucoup de choses, même si la pizza reste quand même l'utilisation de préférence pour les plats, parmi les plats cuisinés pour la mozzarella. Et après, on peut avoir beaucoup de formats différents, des boules réfrigérées, comme on a à gauche, vendues en saumure,
On a des blocs à trancher, on a des tranches, on a du fromage râpé, julienne, IQF. Tout est possible dans cette catégorie de fromage. Si on revient un moment sur les volumes de fabrication des fromages, les différentes catégories de fromages, bon, la classification, chacun fait un peu en fonction de ce qu'il voit, qui fait sens. Ça, c'est notre classification à nous, chez Hansen. Et donc, parmi les différentes catégories, les données 2022 nous disent que la catégorie de fromage la plus fabriquée en termes de volume au monde a été, bien sûr, le fromage à pasta filata. Ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant de regarder aussi, là, les prévisions de croissance. Donc, les prévisions de croissance, encore une fois, à niveau global, sont très intéressantes. Donc, si vous appliquez ce 3 à 5% à ce volume-là, ça reste et ça continue à rester très intéressant et attractif pour les fabricants de fromage. Si sur cette base, on regarde un peu les estimations et les tendances de consommation, on s'aperçoit par exemple que les consommateurs dans plusieurs régions dans le monde sont en train de changer, on l'a vu aussi ce matin, leur comportement et leur choix. Et donc, il est important pour les fabricants de fromage de s'adapter à ce changement. Avoir un fromage et donc une technologie très versatile permet de répondre mieux et plus rapidement à ce changement des comportements des consommateurs. Le dernier point que je veux souligner, c'est qu'effectivement, cette versatilité permet de se différencier du point de vue de l'offre des typologies de fromage et aussi augmenter la valeur ajoutée qu'on peut avoir de la transformation du lait. En regardant donc là, toujours à niveau global, mais que les fromages à pasta filata, ça c'est un peu des différentes sources qu'on a pris et mis ensemble pour avoir une photographie qui fait sens pour 2022. Donc, si on prend le volume qu'on a vu tout à l'heure pour la production de fromage à pasta filata dans le monde, là, c'est la répartition en régions. Donc, le 45% aujourd'hui est fabriqué en Amérique du Nord, le 37% en Europe et Moyen-Orient, 14% en Amérique du Sud et 4% Australie et Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces volumes de fabrication-là de pasta filata dans chaque région, dans la fabrication fromagère de cette région. Si on démarre par l'Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, ce volume-là de fromage à pasta filata représente le 38% de la totalité des fromages fabriqués dans cette région. Bon, bien évidemment, les États-Unis, beaucoup plus que le Canada. Europe et Moyen-Orient, là, on arrive aux 20% de la production totale de fromage dans cette région, avec l'Allemagne et l'Italie, qui sont les deux pays où on fabrique le plus de fromage à pasta filata. Amérique du Sud, c'est des volumes moins élevés, mais par contre, le pourcentage est très élevé, le pourcentage de pasta filata par rapport à la totalité des fromages fabriqués dans cette région. Donc, c'est 40%, très important. Et Australie et Nouvelle-Zélande, des volumes un petit peu plus petits, mais c'est quand même 25% des volumes total de fromage fabriqué. Donc, aujourd'hui, dans ces régions les plus importantes, entre le 20% et le 40% du fromage, c'est du fromage à pasta filata. Et ce qu'on estime, nous, c'est notre estimation à nous, aujourd'hui, de ces volumes-là, le 96% est de la fabrication industrielle. Donc, c'est vraiment ce type de fromage qui aujourd'hui est en train de se développer dans ces régions-là. Volume de production important, taux de croissance prévu important, ça demande des investissements pour augmenter la capacité. Donc là, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple des US. Donc, c'est intéressant, je pense, de regarder, on compare 2013 à 2023, le pourcentage des différentes typologies de fromage. Et la mozzarella est passée de 33% au 36%. Ça peut
paraître un petit changement, mais sur les volumes de la fabrication de fromage aux US qui ont augmenté beaucoup, ça veut dire que les fromages à pasta filate ont augmenté davantage par rapport à tout. Et c'est prévu de continuer comme ça parce qu'on a vu les taux de croissance prévus sont quand même conséquents. Et donc, ce qu'on sait à peu près, c'est que les investissements déjà en cours ou prévus vont créer aux US une capacité supplémentaire d'environ presque 200 000 tonnes de fromage à pasta filate bientôt. Ça veut dire entre 8 et presque 10% de la production d'aujourd'hui. En Europe, vous le savez, quelqu'un d'entre vous le sait très bien, ces dernières années, il y a eu pas mal de nouvelles usines qui ont été construites et ouvertes, dédiées à pasta filate en Europe. C'est quelque chose qui continue avec une vitesse juste peut-être un petit peu réduite, mais on sait par exemple que dans les 2 prochaines années, il y aura probablement 3 nouvelles usines en Europe dédiées au fromage, à la production de fromage à pasta filate en Europe. Donc, volume important, croissance importante, investissement conséquent pour créer la capacité pour la demande du fromage. On a vu dans la première photographie que la production se fait surtout dans les pays, dans les régions où la consommation est faite, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, surtout, c'est la disponibilité du lait qui fait que la production se fait plus dans certaines régions et après, les fromages sont exportés. Donc, on connaît ça en Italie, par exemple, c'est juste l'exemple italien que je vous porte là. C'est donc la tendance des fromages, de certains fromages à l'export. Et dans ce cas, on a décidé de comparer des fromages à pasta filata, donc la mozzarella, qui est en bleu, et le provolone qui est en jaune, avec un autre fromage frais, qui dans ce cas-là est le mascarpone. Donc, on voit une tendance positive pour tous les fromages, mais c'est clair que la mozzarella est le fromage qu'à l'export a vu un taux de croissance le plus important parmi tous les fromages. Ce qui est très intéressant, je pense aussi, parce qu'un fromage, la mozzarella fraîche italienne, qui ne se conserve pas longtemps. Donc, le fait que l'export fonctionne si bien, ça veut dire qu'il y a une demande qui cherche exactement ce qu'on peut donner en termes de typologie de fromage et qualité. La question que je posais tout à l'heure, donc pourquoi fabriquer des fromages à pasta filata aujourd'hui est très intéressant pour les producteurs de fromage. Il y a plusieurs facteurs qui le rendent intéressant. J'ai essayé de les synthétiser dans cette page. Donc, les volumes de production aujourd'hui, on les a vus. Là, on compare 4 catégories de fromages différentes. Donc, fromage à pasta filata, fromage continental, inclus emmental, le fromage cheddar, qui est très important, comme vous le savez, à niveau volume de fabrication au niveau mondial, et fromage type parmesan. Et donc, à niveau volume, on l'a dit tout à l'heure, est la catégorie la plus fabriquée. À niveau de valeur de marché, ça c'est aussi très intéressant, je trouve, surtout, encore une fois, si on regarde les prévisions de croissance de la valeur du marché. Donc, c'est le chiffre le plus élevé que vous pouvez trouver dans ce petit graphe. Un autre élément très important quand quelqu'un décide d'investir dans la production de pasta filata, c'est le délai de commercialisation. Tous les autres fromages qui restent très intéressants au niveau économique ont des délais de commercialisation qui sont plus longs. Là, potentiellement, comme c'est un fromage frais, le jour d'après, on peut le vendre. La tradition de l'Italie du Sud, en fait, c'est de fabriquer de la mozzarella pendant la nuit pour la vendre le matin. Dans certains cas, c'est encore le cas. Donc, c'est vraiment un retour sur l'investissement qui est très, très rapide par rapport à d'autres fromages
qui sont très bien valorisés, mais là où il faut attendre des mois, voire des années, évidemment. Last but not least, ce qu'on appelle le rendement. Bon, il faut toujours s'entendre sur comment on calcule les rendements de production, de transformation laitière, mais juste pour donner une idée, donc combien de kilos de lait, de combien de kilos de lait j'ai besoin pour fabriquer mon fromage. Et là, vous voyez, ça c'est la totalité, les gris, c'est la totalité du lait transformé dans la fromagerie. Et le bleu, c'est combien de fromage j'obtiens à partir de la même quantité de lait. Évidemment, on regarde les photographies aussi, les pourcentages. Il n'y a pas de photo. C'est clair qu'au niveau de rendement, ça reste aussi très intéressant. Et dans certaines régions, notamment l'Europe, où on sait que le facteur limitant pour le futur va être la disponibilité de lait, évidemment, le fait d'avoir un rendement potentiellement plus élevé rend ce type de fabrication intéressante. Donc, pourquoi on investit beaucoup dans l'augmentation de capacité de pasta filata? C'est tout là, c'est économique, il n'y a pas d'autre raison. Deuxième partie de la présentation, donc on va regarder comment on utilise les fromages à pasta filata et comment les comportements des consommateurs qui utilisent le fromage à pasta filata vont influencer la typologie et les caractéristiques du fromage. Déjà, on commence en regardant la pizza, le marché de la pizza. Après, on regardera les facteurs qui influencent un peu la nouvelle tendance de consommation. Juste quelques points qui font sens par rapport au fromage à pasta filata. Comment on utilise et on consomme le fromage en général et le pasta filata en détail. Comment l'âge et les étapes de la vie influencent les préférences sensorielles. De tout ça, on a déjà un peu parlé ce matin, cet après-midi aussi. Et sur cette base-là, c'est quoi les opportunités de développement du fromage à pizza, de la mozzarella? Ça, c'est la photographie du marché mondial de pizza. Donc, ce n'est pas le pizza cheese, c'est vraiment les pizzas à niveau valeur. Et j'ai distingué entre consommation au foyer et vente au détail. Et vous voyez le total, la valeur du marché des pizzas est très élevée là, avec à peu près un petit peu plus du 10% qui se fait dans la vente au détail, le reste, à peu près 90% qui se fait dans la restauration. Et là, je vous ai mis les différents chiffres de valeur des différentes régions dans le monde. Ce qui est intéressant de regarder, c'est peut-être aussi ce pourcentage de vente au détail et hors consommation au foyer, qui n'est pas toujours le même en fonction des régions. En fait, les régions du monde où la consommation fromage est plus traditionnelle, on va dire, le pourcentage du retail, de la vente au détail de pizza est plus élevé. Par contre, là, on va dans des économies émergentes plutôt que moins traditionnelles pour la consommation de pizza. On voit que c'est très, très proche de 100% de restauration. Alors, et là, on a parlé de pizza, il faut parler de c'est quoi le fromage parfait pour la pizza. Et évidemment, le fromage parfait pour la pizza, c'est la mozzarella, mais pas n'importe quelle mozzarella. En fait, ce qu'il faut avoir, et là, je parle vraiment en tant qu'Italien, ce qu'on cherche dans la mozzarella, on le voit partout dans le monde. Mozzarella sur la pizza, il faut avoir des fonctionnalités. Donc, la mozzarella est responsable de cette sensation unique en bouche, mais elle joue, je dis elle, c'est la mozzarella en italien, elle joue un rôle clé pour maintenir tous les ingrédients de la pizza ensemble. Troisième point, aussi important, c'est que le goût de la mozzarella complète le goût des autres ingrédients sans les dominer. Après,
on peut utiliser d'autres ingrédients, aussi d'autres fromages qui vont dominer dans la préparation. La mozzarella ne doit pas dominer, doit rester équilibré. Ça, c'est super, super important. De ça vient les fonctionnalités qu'en fabrication de fromage, on cherche, donc l'élasticité, la couverture qui vient de la capacité de fondre, de la couleur qui se développe au moins pendant la cuisson, l'uniformité de la couverture du fromage sur la pizza. Et il y a aussi beaucoup de détails liés à tout ça qui influencent les caractéristiques du fromage et la façon dans laquelle le fromage est fabriqué, par exemple. À savoir, vous savez, le mozzarella est l'ingrédient sur la pizza qui est au-dessus. Donc, le premier ingrédient qui va se refroidir, par exemple. Et ça, c'est très important quand on fait des livraisons. Donc, on n'est pas dans un restaurant ou une pizzeria, mais on fait livraison à domicile. La pizza se refroidit, surtout pendant l'hiver. Donc, avoir mozzarella qui tient la chaleur et la texture, même en refroidissant, est très important et très différent par rapport à ce qu'on fait dans la pizzeria. Donc, tout ça est possible grâce à la versatilité du process de la technologie de fabrication. Aujourd'hui, par exemple, en Italie, le 50% de l'utilisation se fait dans des restaurants, dans la restauration. Mais à niveau mondial, je ne sais pas si ça vous surprend ou pas, mais le 80% des pizzas qui sont consommées à niveau mondial sont garnies avec de la mozzarella. Ça veut dire qu'il y a le 20% qui n'est pas garni avec de la mozzarella, ça je ne peux pas comprendre, mais par contre, le 80% est garni avec de la mozzarella. On ne va pas rentrer dans tous les détails de cette slide, aussi parce qu'on en a parlé pas mal ce matin pendant les autres présentations. Mais il y a quelques mots clés, je pense, qui est important quand on parle de comment les consommateurs sont en train de changer tout le temps la façon de consommer et donc les caractéristiques, est-ce que les consommateurs cherchent dans les produits et notamment dans les fromages et dans les plats. Et par exemple, je pense que là, on peut parler, qui est important, de la rapidité et de la facilité de l'utilisation, de la versatilité des produits qu'on cherche. On peut parler on en a parlé là aussi ce matin, de la numérisation et aussi de réseaux sociaux, donc de Instagram, etc. Par exemple, le pizza est très instagrammable, c'est-à-dire c'est joli de prendre une photo d'un pizza parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ça donne vraiment envie de la manger par rapport à d'autres plats. Donc tout ça influence aussi le choix de consommateurs. Le partage et la convivialité aussi sont importants, mais d'autres points aussi sont importants, c'est-à-dire on a changé un petit peu de vie suite au Covid, au lockdown, à la pandémie, etc. On travaille beaucoup plus dans plusieurs secteurs à la maison. Donc, on passe plus de temps à préparer nos repas, nos plats à la maison, et on n'a pas assez de temps. On a vu ça ce matin aussi. Donc, avoir des ingrédients qui nous facilitent, c'est très important aussi. Et j'ai mentionné ça aussi, la livraison des repas, ça aussi a accéléré beaucoup pendant le Covid et juste après. Donc, comment les plats et les ingrédients se comportent pendant la livraison, donc comment l'aliment et le plat arrivent chez le consommateur quand il va être consommé, ça va influencer évidemment les choix de consommateurs. De tout ça, on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais effectivement, mon point là est de dire c'est plus trop le cas que le fromage est consommé comme fromage plateau, donc pendant les repas, on le consomme round the clock, comme on dit en anglais.
Et le fait d'avoir un fromage qui soit versatile, qui permet de le consommer au petit déjeuner comme snack dans la préparation de plats, qui est possible de transporter, qui est assez stable aussi à température ambiante, tout ça fait que les fromages à pasta filata sont beaucoup utilisés un peu dans toutes les occasions de consommation de fromage. Fromage à pasta filata, c'est quoi les utilisations, consommation les plus fréquentes à niveau mondial? Bon, évidemment, c'est pas une surprise, le 50% de la mozzarella et des fromages à pasta filata aujourd'hui à niveau mondial est consommé sur une pizza. Bon, mais il y a pas mal d'autres utilisations et d'autres produits dans lesquels on a du fromage à pasta filata. Là, c'est des pourcentages. Hein? Donc, vous voyez, fromage à pasta filata consommé comme fromage, ce n'est que le 4%. Et tout le reste, c'est des préparations alimentaires, des plats préparés, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça influence les développements de nouveaux produits, donc de nouveaux fromages, et à savoir que, par exemple, la statistique nous dit que par chaque nouveau fromage à pasta filata qui est lancé dans le marché, il y a 8 nouveaux produits, aliments, préparations alimentaires qui contiennent du fromage à pasta filata. Donc 1 à 8. Donc ça confirme encore une fois que c'est fromage comme ingrédient qui vraiment traîne le développement de ce type de fromage. Et donc c'est la versatilité et les fonctionnalités du fromage qui font la différence. Si on regarde, là, j'ai pris des données de la France. C'est pas quelque chose qui va nous choquer, mais ce graphe, on compare les préférences des consommateurs en fonction de l'âge de 3 typologies de fromages différents. Ça aussi, on l'a évoqué déjà aujourd'hui. Donc, la ligne bleue est bien le mozzarella, et on voit bien que les jeunes, donc millennials et peut-être génération Z aussi, le roquefort et le camembert n'est pas très apprécié, semblerait. Par contre, le mozzarella est très, très apprécié. Et l'inverse, au fur et à mesure qu'on augmente l'âge des personnes. Donc, ça confirme aussi que le futur pour ce type de fromage est très positif. Un autre point qu'on a regardé, ça je trouve encore plus intéressant. Donc là, c'est un graphe qui montre les recherches sur Google et les mots clés. Et là, on a mis dans ce graphe le camembert, la mozzarella et la burrata. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est de la mozzarella fraîche avec de la crème. Donc, c'est le premium du premium. Pas très light, mais c'est bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, le camembert est assez stable. Il y a quelques pics, mais pas énormes. Par contre, mozzarella et burrata, on voit des pics. Et quand on regarde là, les pics sont toujours pendant l'été. En hiver, pas trop. Pendant printemps, été, ça fait un pic énorme. Et ça descend à l'automne et à l'hiver. Même chose pour la burrata, même si c'est des chiffres moins élevés. Ça veut dire quoi? C'est un produit influencé par la saisonnalité. C'est un produit d'été. Et c'est un produit, encore une fois, qu'on ne cherche pas forcément pour le consommer comme fromage de plateau, comme ça. En fait, la plupart des recherches sur Google ne portent pas sur le produit tel quel, mais plutôt sur la manière de l'utiliser comme ingrédient. Comment je prépare ma salade caprese, mon pizza, etc., etc. C'est vraiment ça que les gens cherchent sur Google et c'est surtout du printemps à l'été et beaucoup moins en hiver. Donc là, ça permet, c'est pas compliqué de faire des choix de marketing Internet corrects si on regarde ça. Juste un petit point sur l'Italie. C'est le fromage à pasta filata, le fromage le plus important,
un des fromages le plus important, on va dire, en termes de volume de fabrication. Là, je vous ai mis les différentes catégories de fromage à pasta filata vendus en Italie. Donc, il n'y a pas que des fromages fabriqués en Italie, il y a des fromages importés aussi. Et la ligne, le vert est le retail et le bleu, le discount. Si on regarde comment les différents produits et les deux catégories, retail et discount, quelle est la pénétration en fonction de prix, en fonction du nombre de références, on s'aperçoit effectivement que comme ça, la taille des boules correspond au volume de fabrication qu'on trouve sur la gauche, qu'effectivement, le nombre de références de la mozzarella fraîche est très, très élevé. Il y en a pas mal dans le discount aussi, qui est un peu un paradoxe pour un discount, mais chez nous, il faut avoir un nombre de références assez important dans cette catégorie de fromage. Et on voit aussi dans cette région-là ce qu'on appelle other pasta filata, ça veut dire d'autres fromages de pasta filata qui ne rentrent pas dans les autres cases. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter quand on parle de vente au détail, de retail. On va voir après quel type de produit ça représente. Et c'est effectivement là, donc ça c'est une courbe qui permet de situer un peu les différentes typologies de fromage en fonction de leur maturité en termes de consommation et sachant qu'il y a de nouvelles opportunités dans toutes les catégories et donc aussi dans la catégorie des fromages à pasta filata qui sont sur la santé, sur la sustainability, comment c'est en français déjà? Merci beaucoup. Indulgent and convenient, ça, je vais le dire en anglais, juste ça. Et donc, si on part de la droite, là, on a les produits blockbuster, ok, les produits qu'on connaît, qui sont là depuis longtemps. Et c'est les fromages, les mozzarella fraîches, les fromages à pizza, qui sont utilisés pour cuisiner de la pizza à la maison, qui sont en train d'augmenter en volume et en demande. Ces deux typologies de fromage à pasta filata, c'est les produits premium, par exemple le burrata, dont je parlais tout à l'heure, et c'est les produits économiques, très économiques. Et ça, c'est ce que je vous disais là, effectivement, c'est des fromages qui ont des fonctionnalités proches, presque, des fromages à pasta filata, mais qui sont plus économiques parce que il y a d'autres ingrédients. Dans la plupart des cas, ce n'est pas des vrais fromages, mais ils ne sont pas chers. Donc, il y a de l'huile de palme, il y a des amidons, etc., etc. Donc, ça permet d'avoir les fonctionnalités, presque, peut-être pas une qualité très élevée, mais un coût beaucoup plus bas, en fait. Ce qui est en train de se développer aussi parce que la mozzarella a une image quand même de santé assez forte, un peu partout dans le monde, effectivement, et de développer des fromages pasta filata, comme ils sont très versatiles, qui ont, par exemple, des ingrédients ajoutés qui permettent de positionner les produits encore plus dans le secteur de la santé. Et ça commence à venir, à se développer les alternatives végétales. Donc là, c'est un fromage, entre guillemets. Donc c'est une mozzarella à base végétale. Et ça va devenir intéressant. C'est évident, il y a déjà une chaîne de pizzeria en Italie. Et dans le menu, ils ont, je ne sais plus combien, 40 ou 50 pizzas différentes. Bon, ils ont inclus une pizza qui est faite avec ce type de produit-là, qui, du point de vue des fonctionnalités, évidemment, pour l'instant, n'a rien à voir avec les fonctionnalités de la mozzarella. Du point de vue du goût, non plus. Mais par contre, ça répond à quelqu'un qui cherche ne pas avoir des produits dérivés des animaux dans ce qu'il mange.
Et c'est toujours intéressant de la tester et de la goûter une fois. Donc, est-ce que ça va durer? On ne sait pas, mais ça existe. Si on regarde du point de vue maintenant des fabricants des fromages, donc c'est quoi le challenge? C'est quoi le besoin et comment et quelles opportunités il y a pour différencier l'offre? On peut différencier l'offre avec les ingrédients, par exemple. On peut regarder de la production à l'utilisation finale du fromage, comment différencier là aussi l'offre et les caractéristiques du fromage. Et au final, le fromage fini, il y a des façons différentes de présenter et de vendre la mozzarella. Et on va voir, la segmentation de l'offre va se faire de plus en plus dans le détail sur la base des fonctionnalités du fromage. Donc, différencier le produit en fonction du processus de fabrication, par exemple, c'est quelque chose qui existe. La première chose qu'il faut faire pour fabriquer du fromage et de la mozzarella, c'est l'acidification. Donc, ça, on peut le faire en rajoutant de l'acide organique. Sinon, on rajoute des cultures lactiques, de ferments lactiques. Sinon, on rajoute toujours des ferments lactiques, mais un grand levain. Ça, c'est des pourcentages, 29, 47, 24%. À chaque catégorie, sur la totalité de la production en Italie, ça, c'est les 3 pourcentages qu'on a aujourd'hui. L'acide organique, donc l'acide citrique, est très utilisé pour fabriquer des mozzarella fraîches, des boules de mozzarella fraîches. Et la raison principale est la rapidité de fabrication et la possibilité de standardiser. Par contre, c'est un fromage qui n'a pas de goût. C'est un fromage que si après on veut l'utiliser sur la pizza, n'a pas non plus les fonctionnalités qu'il faut avoir. Par contre, tous les fromages à pizza sont fabriqués aujourd'hui avec des ferments lactiques, donc des ferments DBS. Nous, chez Hansen, on les appelle comme ça. Et les avantages sont un apport aromatique et un apport de fonctionnalité, comme je viens de dire, en termes de comment le fromage fond, les fils, la capacité de couvrir, et aussi la conservation du fromage. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut avoir si on utilise des ferments lactiques. Le grain levain est utilisé en Italie pour les fromages AOP, donc pour la mozzarella de bufflone. Ils sont obligés, le cahier de charge de l'AOP, d'utiliser le grain levain fabriqué à partir du lactosérum le lactosérum de la fabrication d'aujourd'hui. Je le laisse acidifier, je l'utiliserai demain. C'est pour ça qu'on a ce pourcentage relativement élevé. Donc, ils sont obligés, mais il n'y a pas d'autre raison technique. Ça apporte effectivement, du point de vue de l'arôme, quelque chose en plus. Par contre, en termes d'uniformité et standardisation du fromage, ça, c'est pas du tout possible. Surtout si on pense qu'on est sur du lait cru, donc c'est encore plus compliqué. Si après on regarde par exemple la coagulation, évidemment, pour fabriquer du fromage à partir du lait, il faut de la coagulation. Je vous ai mis là, encore une fois, c'est par rapport à l'Italie. Je ne suis pas capable de faire la même chose à niveau mondial, c'est intéressant, mais aujourd'hui, je ne sais pas faire. Donc, si on regarde l'Italie, ça c'est la situation aujourd'hui. Donc, présure animale, présure de veau, qui est relativement élevée. Encore une fois, pour la même raison du grain levain, donc des fromages européens qui sont obligés d'utiliser de la présure de veau. Sinon, la présure microbienne qui convient beaucoup pour les fabrications de fromages à l'acide organique, comme fonctionne très bien à un pH du lait plus bas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la chymosine produite par fermentation est utilisée. De plus en plus aussi parce que ça permet de travailler sur la productivité, donc les rendements de fabrication, par exemple, mais aussi sur les fonctionnalités du fromage, la stabilité du fromage pendant la durée de vie, par exemple.
comme on a vu tout à l'heure, l'export est très important. Avoir un fromage stable pendant des durées de vie relativement longues est très important. Juste un exemple de la semaine. Il y a 2 semaines, on a un client en Italie qui fabrique du provolone AOP et aussi du type provolone comme fromage pour faire des tranches. Donc, ce client-là nous a appelé, nous a dit on a un besoin, en fait, on a un souci. Ce fromage-là, on l'exporte en Australie. Et le client, là, on a un distributeur qui nous dit que quand même la stabilité du fromage après 3 mois n'est plus très bonne. Donc, il faut partir de l'Italie, aller en Australie, et après, il a 3 mois de durée de vie. Et le fromage n'est pas très stable. Ce n'est pas une surprise. Mais par contre, le fait de pouvoir travailler sur la protéolyse, donc la stabilité du fromage pendant la durée de vie, est très important et ça devient de plus en plus important comme on essaie d'envoyer les fromages un peu partout dans le monde. Différenciation des fromages à pasta filate pour les utilisateurs qui peuvent être des industriels ou pour préparer des pizzas ou d'autres plats à la maison. Là, c'est des photos qui viennent des US. Là, ils sont, il faut dire, plus avancés sur ce type de différenciation par rapport à ce qu'on voit en Europe. Vous voyez la taille, et là, la présentation de tout à l'heure, on a parlé un peu de ça aussi, donc c'est peut-être intéressant de faire le lien. Mais si on parle de fromage à pasta filata qui est coupé en julienne, on voit là que la taille, la longueur, les caractéristiques des différentes préparations peut varier même beaucoup. Et c'est en fonction de comment le fromage va être utilisé sur la pizza, par exemple, et quelle fonctionnalité on cherche une fois que le fromage est cuit. Comment il se comporte sur la pizza ou dans d'autres préparations, des lasagnes, comme on a vu, ou d'autres préparations. Et quel type d'image on veut aussi avoir sur le plat qu'on présente au consommateur. Est-ce qu'on cherche une image un petit peu plus artisanale ou d'autres typologies d'images? Donc, c'est vraiment l'expérience du consommateur de pizza ou d'autres plats préparés. C'est quoi l'expérience? Est-ce qu'on cherche une expérience plus artisanale plutôt que d'autres fonctionnalités ou expériences? Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je trouve, les chaînes de pizzeria, type Pizza Hut ou d'autres, qui ont toujours travaillé sur l'uniformité et la standardisation de l'offre, donc avoir de moins en moins de variabilité, sont en train bon, il y a une croissance chez eux aussi, mais inférieure par rapport aux pizzerias indépendantes, qui cherchent vraiment de se différencier. Différencier une pizza, c'est pas évident. Donc, il faut utiliser des ingrédients différents, mais aussi dans le mozzarella, il y a des possibilités. Effectivement, les consommateurs choisissent une pizzeria par rapport à une autre en fonction de l'expérience qu'ils font quand ils reçoivent, quand ils regardent la pizza et quand ils mangent la pizza. Et pouvoir différencier l'offre comme ça, ça va devenir de plus en plus important. Et le fait d'avoir une segmentation d'offres comme ça, ça permet d'augmenter la valeur ajoutée du fromage, donc de la transformation de lait. Et la versatilité de cette technologie permet de faire tout ça. La différenciation se fait aussi par rapport à comment l'aliment, la pizza, est cuit. Le pizza, par exemple, en fonction de la typologie de four qu'on utilise, la température et le temps, ça va être complètement différent. Donc, le comportement de fromage va être très différent aussi. Donc, le même fromage mis dans 3 typologies de fours différents, ça va donner un résultat différent. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on différencie et on cible la préparation du fromage en fonction du type de four qui va être utilisé. Donc, c'est des pizzerias, des chaînes qui vont utiliser un four traditionnel. Il y aura des températures plus élevées, des temps plus courts, etc., etc. Donc, c'est ça
qui est en train de se passer. Encore une fois, ça va devenir de plus en plus important. Et pour avoir augmenté la valeur ajoutée du fromage, encore une fois, il faut être capable de comprendre tout ça et répondre aux besoins. Là aussi, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt orienté industriel. Là, c'est plutôt orienté consommateur. Donc, ceux qui achètent la mozzarella pour préparer des plats à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui de plus en plus? On le sait très bien. Moi aussi, quand je veux préparer un plat chez moi, si c'est de la pizza, je sais comment le faire, mais d'autres plats français, par exemple, je ne sais pas le faire. Donc, la première chose que je fais, je vais chercher une recette. Donc, le fait de pouvoir combiner le fromage, on voit des exemples, avec une recette, c'est de plus en plus important pour positionner la marque et le fromage vis-à-vis des consommateurs pour donner ce que le consommateur cherche aujourd'hui. Ce n'est pas que le fromage, ce n'est pas que l'ingrédient, c'est comment l'utiliser chez moi, au point qu'on arrive à utiliser, à voir de plus en plus de vidéos tutoriels, etc., etc. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que des produits premium qui ont ce type de service. Là, par exemple, on a des produits, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas du tout premium, donc des analogues de temps en temps. Et finalement, on trouve le même type d'information. C'est quoi la façon optimale d'utiliser ce type de fromage à pasta filata pour préparer mon pizza chez moi? Je cherche un ingrédient qui coûte pas cher, mais au même moment, je veux que quelqu'un m'explique comment l'utiliser chez moi. Et ça, c'est de plus en plus obligatoire. On arrive aux conclusions. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que moi, je retiens au moins de ma présentation? Première chose, la production mondiale de fromage à pasta filata est en croissance et le leadership va être maintenu aussi parce qu'il y a des investissements qui ont été faits, qui sont en cours, qui seront faits, continueront, et donc la capacité de production de fromage à pasta filata va augmenter. La diversité, la variété des typologies de textures est très importante dans cette typologie de fromage. Le fait d'avoir une technologie, donc la technologie à pasta filata, pour plusieurs applications, typologies de produits et fonctionnalités différentes, permet aux fabricants aussi d'avoir cette flexibilité. Les besoins des consommateurs sont divers et variés et sont de plus en plus importants et vont rester de plus en plus importants. Et dans ce cas, on parle des besoins des consommateurs finaux, mais aussi des besoins des producteurs, des fabricants de pizza ou d'autres plats et repas. Donc, les deux consommateurs sont très importants et je dirais même l'utilisateur de fromage qui produit de la pizza est encore plus important. Et dernier point, il faut penser toujours à la valeur ajoutée qu'on a pour le lait, surtout parce que dans certaines régions, notamment en Europe, c'est le facteur limitant, la disponibilité du lait, de plus en plus important. Donc, travailler sur l'efficacité du processus de transformation, de la productivité, le rendement de transformation et la stabilité du fromage pendant la durée de vie vont jouer de plus en plus un rôle stratégique, encore une fois, pour augmenter la valeur ajoutée sur le lait qu'on transforme. Voilà. Après, peut-être, vous avez une question? Oui ou non, je vais essayer de répondre. Donc, pourquoi les Italiens mangent autant de mozzarella? Voilà, j'ai une réponse possible en italien. Je vous ai mis la traduction quand même. Donc, ce soit dîner léger, salade de mozzarella et thon, que après la pizza va arriver quand même. Donc, c'est vraiment ça. La pizza en Italie est l'aliment populaire
qui ne doit jamais manquer et c'est toujours possible d'aller manger une pizza du petit déjeuner jusqu'à minuit. C'est toujours comme ça, avec la mozzarella on top. Et quand on mange de la mozzarella ou une pizza, dans notre tête, on a toujours l'idée que la personne qui l'a fabriqué, ce monsieur-là. Et donc, c'est toujours pour nous une fabrication artisanale parce que le fromage doit être artisanal. Il y a quelqu'un comme ça qui est là avec de l'eau chaude qui fait la mozzarella. 96% de la fabrication est industrielle, mais c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Avec ça, je vous remercie. Vous avez des questions? Est-ce que Uber Eats verse des royalties? Je n'ai pas compris. Est-ce que Uber Eats verse des royalties? À qui? Parce qu'ils sont tellement concernés par la distribution des pizzas. Ouais. C'est peut-être une demande qu'il faut formuler. Uber Eats, en fait, n'est pas très présent en Italie. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ce sont d'autres, Deliveroo surtout. Ouais, mais ouais, c'est la même chose. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Bah, il faut utiliser le micro comme ça. Les gens à distance entendent la question. Merci. Il y a une question. Le fromage préféré des Italiens. Alors, à mon avis. Non, c'est bon. Le fromage préféré des Italiens. Ah, très bonne question. Je pense qu'il y en a deux. Et un des deux est évidemment le mozzarella. Parce que c'est le fromage de la pizza. Et la pizza, c'est l'aliment, un des aliments préférés en Italie, comme j'expliquais. Le fromage de plateau préféré en Italie, je pense, le Parmigiano Reggiano. Je pense que c'est ça. C'est pas le camembert.